Podcast, du journal Haïti Progrès. Haïti, une nation sans mémoire. Il semblerait que les colons français, versés dans la magie, auraient jeté un sort maléfique au peuple haïtien, à cause de leur défaite en 1803, un sort pareil à un démon, que les milliers d'évangélistes haïtiens n'arrivent pas encore à exorciser, une malédiction semblable à un mauvais Eloa que les vaudouisants, jusqu'ici, sont incapables de dompter. La preuve, c'est notre triste réalité, marquée par la misère occasionnée, pas seulement par des désastres naturels, mais surtout par des catastrophes humaines, engendrées par nos politiciens irresponsables et incompétents. Et comme résultat, l'économie nationale accuse des pertes considérables. Le dicton « nous mange bli » traduit bien l'état d'amnésie du peuple haïtien. Dans ce contexte, je considère comme un devoir civique et patriotique de vous rappeler quelques-uns de ces tristes événements politiques. En 1986, on fut témoin d'une révolution victorieuse mais précoce contre le régime dictatorial et sanguinaire des Duvalier. Malheureusement, les célébrations furent éphémères car le vide de leadership et la soif de justice de la masse populaire pour les plus de 50 000 victimes des actions criminelles et mortelles des Macoutes, s'étaient manifestés par des pillages, des barbaries voire des scènes de cannibalisme. La chasse aux tontons macoutes ou des choucages causa des pertes matérielles et surtout en vie humaine regrettables. On dirait qu'on n'avait rien appris des dégâts économiques des dernières 20 années de notre guerre d'indépendance avec la politique de Coupetet. Bouleka. La soif de vengeance prit le dessus sur la nécessité de juger les criminels. Et parfois, les règlements de compte, l'avarice, le vol se masquèrent sous forme de déchoucage, causant ainsi des victimes innocentes, majoritairement dans la masse populaire. S'il est vrai que quelques petits macoutes reçurent la peine capitale, les vrais bourreaux exécuteurs de fort dimanche et les méchants assassins duvalieristes, comme le chef du service d'intelligence, colonel Albert Pierre et le chef des tontons macoutes, Rosalie Adolphe, avaient pris la fuite avec la complicité du Conseil national de gouvernement, CNG. Une courtoisie du général Henri Nanfi. Malheureusement, les groupes de déchouqueurs n'avaient pas compris l'importance de désarmer les macoutes et de les juger, selon notre constitution. Cette innocence du peuple haïtien dans la politique lui coûtera très cher, plus tard, car les macoutes vengeront même les menaces de vengeance des anciens déchouqueurs sous le règne des putschistes. En 1988, après 2 ans sous le CNG, une entité antidémocratique et inconstitutionnelle établie par la classe politique et le haut état-major des forces armées d'Haïti, nous avons eu la première élection démocratique en Haïti. Le président Leslie François Maniga, après à peine 7 mois au pouvoir, fut renversé en juin 1988 par le général Henri Nanfi, grâce à un complot macabre qu'il organisa avec le colonel Jean-Claude Paul. 3 mois plus tard, ce fut le tour du général Prosper Avril de s'accaparer du pouvoir. Le peuple criait vive général Avril dans les rues. Il arriva comme un grand libérateur pour cette masse illettrée et désorientée. En 1990, quand finalement le peuple se débarrassa du général putschiste Prosper Avril, en mars 1990, il laissa lui aussi une rivière de sang après lui, à cause de ses exactions et crimes commis contre le peuple haïtien. C'était juste un bourreau qui succéda à un autre bourreau. Parlant du général Nanfi, les plus grands héritages qu'il ait pu laisser au peuple, furent les tragiques souvenirs des cris à l'aide qui arrivèrent aux oreilles sourdes du général, quand des paisibles citoyens haïtiens furent lâchement assassinés par les militaires macoutes à la ruelle Vaillant, le 29 novembre 1987, et les supplications des fidèles catholiques massacrés dans les enceintes de l'église Saint-Jean-Bosco. En janvier 1991, après le coup d'État raté du Dr Roger Lafontan, le peuple, dans sa naïveté, prit les rues pour dénoncer ce nouveau coup d'État. Malgré les balles meurtrières des forces armées d'Haïti, le peuple cria victoire quand le général Erard Abraham conduisit le Dr Lafontan au pénitencier national. Avant qu'il puisse confesser ses crimes ou dénoncer les militaires et politiciens devant un tribunal, on assassina froidement le Dr Lafontan dans sa cellule. Le peuple, toujours dans ses élans vengeurs, interpréta cette injustice comme une forme de justice. Grosse erreur. Les mêmes militaires macoutes et certains secteurs de la bourgeoisie se serviront du coup d'État du Dr Lafontan pour réussir un autre coup contre le président Jean-Bertrand Aristide. Tout comme il l'avait fait contre l'ancien président Leslie Maniga,
Il leur suffisait de 7 mois pour monter et exécuter leur plan machiavélique. L'oppression macoute et militaire, face à la réaction populaire, fut brutale. Plusieurs milliers de morts. Sans compter les disparus, les blessés et les prisonniers non enregistrés. En 1994, après 3 ans d'embargo économique et d'isolement politique, comme mesure de vengeance contre la junte militaire mais qui affecta terriblement les plus pauvres, certains investisseurs durent fermer leurs usines à cause de la rareté du carburant. Le peuple haïtien s'appauvrissait pendant que les militaires s'enrichissaient. Finalement, avec une force étrangère de 20 000 soldats américains, l'ancien président rentra en Haïti pour finir le mandat de 5 ans. Il ne lui en restait que quelques mois après avoir passé 3 ans en exil. Encore une autre fois, l'instinct de vengeance fut plus naturel chez nos politiciens. Au grand mépris de notre Constitution qui défend l'occupation du territoire haïtien par des forces armées étrangères, et faisant fi de ses propres convictions anti-impérialistes et soi-disant nationalistes, le leader lavalassien commença rapidement à se venger. Les soldats des forces armées d'Haïti furent démobilisés et les anciens membres de la milice duvalieriste FRAF furent pourchassés comme des pintades sauvages. Les malchances furent achevés avec le supplice du collier ou père Lébrun. Entre-temps, la majorité des anciens militaires des forces armées d'Haïti avaient décidé de garder leurs armes comme compensation personnelle et similairement les ex-militants de FRAF cachèrent leurs armes pour la prochaine vengeance. En 2004, l'année qui marqua 10 ans du régime lavalassien, les pro-duvalieristes avec certains bourgeois qui se sentaient menacés par le pouvoir en place, organisèrent un deuxième coup contre le président Aristide. Une sorte de déjà-vu. Des hommes en tenue militaire, certains des anciens soldats des forces armées d'Haïti, pensèrent qu'il était temps de se venger. En dépit de leur financement, de quelques progrès au Cap haïtien, le succès espéré tardait encore. Cette fois, en guise d'un retour accompagné par des Marines américains, le départ forcé du président Aristide fut assuré par des forces spéciales américaines. Une autre victoire ou une vengeance? À vous d'en juger. En 2006, les forces de la gauche, se réclamant pro-lavalassiennes, avaient qualifié de frauduleux les résultats officiels des élections. Elles refusèrent d'aller au second tour en exigeant une victoire immédiate en faveur de leur candidat, l'ancien président René Préval. Ils cassaient et détruisaient tout sur leur passage. Ils envahissaient des espaces privés comme par exemple l'hôtel Montana. Face à l'anarchie, la communauté internationale, en complicité avec le Conseil électoral, avait décidé de déclarer M. René Préval, vainqueur des élections. Un grand succès pour la gauche. Un résultat très démocratique selon le LONU mais inconstitutionnel, selon nos lois. En avril 2008, les forces de la droite voyant le pouvoir incliné vers les lavalassiens firent usage de leur fortune et de leur contrôle du marché, pour tenter un coup d'État économique contre le président Préval. Sans annonce aucune, certains produits de première nécessité devenaient rares et très chers. La gauche décida de réagir en prenant les rues pour saccager, piller et brûler plusieurs entreprises de la capitale. Des actes destructeurs et vengeurs contre le marché noir et la hausse des prix des produits, comme le riz. Une bataille gagnée pour la gauche qui oublie la force de la rancune des bourgeois qui contrôlent tout et ne pardonnent jamais. Une autre vengeance était à l'horizon. En 2011, un candidat pro-macoute, pro-bourgeois, profita de sa popularité dans le monde de la musique et surtout de la comédie pour faire son entrée au Palais national. Malheureusement, la voie des élections est compliquée dans la démocratie. Chemin de pouvoichage piquant pourrait-on affirmer dans ce cas. Le candidat M. Joseph Martelly occupa la 3e place. Ses partisans mirent l'écaille à feu. Imitant le succès de M. Préval, lors des élections de 2006, les forces anarchiques des chimères duvalieristes obligèrent un changement des résultats officiels. Un autre coup d'État contre les Manigas. Cette fois, ce fut contre Madame Maniga. On céda sa place de numéro 2 à M. Martelly qui fut déclaré victorieux au 2e tour. Une décision bien calculée du Conseil électoral pour éviter qu'on mette la capitale, Port-au-Prince, à feu et à sang. N'oubliez vie. Faudrait-il se questionner sur les futures actions destructrices des forces politiques, opposées au pays? Est-ce qu'on doit être prophète pour prédire la réaction naturelle, quoique violente d'un peuple qui doit choisir entre crever de faim, mourir par balle ou tout simplement survivre?
Si nos ancêtres avaient survécu au feu nourri des canons de l'armée napoléonienne, c'est grâce à l'union fraternelle entre les différentes classes de la société haïtienne d'alors. Ils n'auraient jamais pu vaincre une telle force militaire, sans mettre de côté leurs intérêts partisans et mesquins. Nous avons oublié les exploits autour de l'accomplissement de cette glorieuse mission que nul coloniseur des Antilles n'ait pu concrétiser, vaincre une armée professionnelle, forte de plus de 58 000 soldats de l'éclairé Rochambeau. Nous oublions trop vite. En d'autres mots, nous gâmons à poule. Car s'il est difficile de nous rallier contre des ennemis communs pour contrecarrer leurs projets macabres contre notre nation, il semble encore plus difficile de nous unir pour construire l'avenir de peuples jadis si fiers, si braves. Les appels au marché noir, à la hausse des prix des produits essentiels à la survie de la population, au pillage, à la destruction et à la vengeance voyagent à la vitesse du vent à travers nos villes. Quand il s'agit d'une manifestation pour revendiquer les droits de tout un peuple, de lutter pour un changement radical et positif, c'est une minorité qui répond positivement. Quelques mains suffisent pour bloquer un carrefour, couper une route, mettre le feu. Cependant, il faut toute une communauté, toute une nation pour construire des routes, ériger des ponts, créer des entreprises, etc. Bref, si nous voulons réellement voir notre pays sur la voie du développement et du progrès, il faut que tous les Haïtiens, indistinctement, se mettent au travail, riches, pauvres, ingénieurs, agriculteurs, musiciens, tailleurs, vendeurs, revendeurs, exportateurs, importateurs, noirs, mulâtres. Oumen grand nègre, toi bourgeois, moi malheureux, yomen politicien, songez, Haïti c'est pour nous tout lier. Nous pas doués travailler en complicité avec politiciens corrompus qui a détruit pays à. Notre mission, notre devoir et devise, c'est d'aimer et de protéger notre jadis glorieuse nation, Haïti. Rodelin Almazor. Journal Haïti Progrès. Rubrique Perspective.